Soir d'info, la suite avec le professeur Bakary Samb. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'étiez pas à Abuja, mais vous rentrez fraîchement de Bamako. On va parler bien évidemment de ce sommet de la CEDEAO, en collaboration donc avec le président togolais Faure Gnassingbé. Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, est désigné comme facilitateur dans la crise, on peut l'appeler ainsi, entre la CEDEAO et l'AES. Qu'est-ce que le Sénégal peut apporter dans ces retrouvailles souhaitées? Oui, absolument. Merci de votre aimable invitation. Je crois que le rôle du Sénégal est un rôle naturel. Nous l'avons vu, le Sénégal joue un rôle très important comme un pays pivot dans la sous-région, à côté de la Côte d'Ivoire, les deux poumons quand même de la CEDEAO. Et le fait que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ait été désigné pour mener une médiation vis-à-vis, donc à l'égard avec les pays de l'AES, je crois que c'est une bonne chose et cela montre que le Sénégal a été prédisposé à cela, mais aussi il l'a montré lors de sa prise de fonction, ses visites à Bamako, mais aussi au Burkina Faso, ce qui veut dire que donc il y avait une longueur d'avance certainement pour dire que le Sénégal a un rôle à jouer. Maintenant, comme je l'ai dit au début, c'est au regard du rôle très important que notre pays a toujours joué au sein de l'ensemble sous-régional comme étant membre fondateur, mais aussi concerné de plus près, étant un voisin immédiat du Mali, qui est un des partenaires économiques les plus importants. Mais ça, c'est la réputation. Hein. Est-ce que c'est la réputation du Sénégal ou bien c'est sur l'homme que l'on mise, Bassirou Diomaye Faye? Il y a les deux. Vous savez, je crois qu'il y a la réputation du Sénégal qui a incarné toujours une diplomatie de bon voisinage, la retenue, le Sénégal qui a toujours été remarqué comme un pays de grande diplomatie. On dit que peut-être nous pourrons être un nain géographique mais un géant diplomatique. Mais aussi Bassirou Diomaye Faye, au regard de sa légitimité, et c'est une question de génération, un jeune président élu de la manière dont on sait au Sénégal et qui aujourd'hui incarne un espoir, en tout cas un symbole, une icône de la jeunesse africaine, cette même jeunesse-là qui conteste la CEDEAO. Donc je pense que mettre sa voix, mettre tout ce crédit du Sénégal au service de ces retrouvailles au niveau régional, qui vont être très très difficiles, je crois que cela aussi montre qu'il y a aussi bien le Sénégal et son crédit diplomatique, mais l'homme aussi avec ce qu'il incarne et les circonstances du moment qui font que c'est une dynamique générationnelle vers une Afrique allant vers des jeunes dirigeants. Ils se connaissent. C'est la même génération que le président du Burkina, c'est un peu la même génération que celui le capitaine, du Mali, du Burkina, et le président Assimi Goïta du Mali. Donc je crois qu'il y a un concours de circonstances qui font qu'il est dans le bon rôle et ce rôle-là, le Sénégal devrait le jouer. Et je pense que le président Bassirou Diomaye Faye pourrait jouer ce rôle-là. Bons offices qu'il offre avec, rappelons-le, le président togolais Faure Gnassingbé. Mais franchement, au vu du différent, parce qu'il y a un différent, il y a clairement une opposition de vision stratégique. Est-ce que ces deux présidents peuvent réussir? Ce sera difficile, ce ne sera pas une médiation facile parce que quand on entend les discours du côté de l'AES, on entend des mots qui reviennent, c'est irréversible, comme a dit le président malien, mais aussi au niveau du discours que le président burkinabé a tenu à Niamey lors de ce du premier sommet de l'AES, à Niamey, mais aussi le discours qu'on a entendu du côté du Niger. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit. Et je crois que c'est cela qui va montrer que la région est capable de s'en sortir, malgré toutes les difficultés qu'on aura. C'est-à-dire que ces régimes-là, quelle que soit la durée qu'on aura avec ces régimes-là, ce seront des parenthèses dans l'histoire des relations entre les nations qui composent notre sous-région. S'en sortir, ça veut dire quoi? Une réconciliation? Ce ne sera pas immédiat, mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a d'autres fenêtres. Je pense que le président Bassirou Diomaye Faye avait dit que même si certaines portes sont fermées, il y a des fenêtres du dialogue qui seront toujours ouvertes. Rappelons-nous qu'avec ces pays, nous sommes encore dans des cadres régionaux comme l'UEMOA. Nous sommes encore avec ces pays-là dans d'autres des accords de Lomé et d'autres choses. Je pense qu'il ne manque pas d'opportunités, il ne manque pas de chances
de se retrouver et de discuter. Oui. Cela va être dur, ça pourra prendre du temps, mais vous savez, en politique, il y a les circonstances et que l'évolution de la sous-région ne pourra pas se faire de la manière dont on espérait vers l'émergence, vers le développement, si l'on fragmente l'architecture de sécurité régionale avec cette déclaration et la convention, en tout cas la charte du Liptako-Gourma du 16 septembre 2023. Bien sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, il se dessine quelque chose. On va vers un risque, mais le risque, il faut le gérer. Oui. Une fragmentation de l'architecture régionale de sécurité, mais il va falloir beaucoup d'efforts diplomatiques. Mais le pire scénario serait qu'on se dise tout de suite qu'il y aurait une rupture consommée. Oui. Il ne peut pas avoir de rupture. Nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par les intérêts géostratégiques. Oui. Et je crois que la porte du dialogue, même si c'est par la culture et par les valeurs. Par les valeurs, par les cultures et par l'histoire et l'histoire de nos peuples. Oui. Ce que la CEDEAO devrait éviter, et je pense que l'organisation sous-régionale en est consciente. Vous savez que le sommet de l'AES s'est tenu un jour avant celui justement, de la CEDEAO. Peut-être c'était pour mettre la CEDEAO dans une posture réactive. Oui, et dicter l'agenda aussi. Dicter l'agenda. Les dirigeants sont habiles jusqu'à la malice parce que ce n'est pas anodin de tenir le sommet, vous l'avez dit, à Niamey le 6, sachant que le sommet de la CEDEAO va se tenir le 7 à Abuja. L'objectif aussi, ils ont à l'esprit que c'est une guerre communicationnelle. Sur les 54 points qui ont été mentionnés dans le communiqué final de la CEDEAO, c'est le point 38 et 39 qui aujourd'hui a un écho retentissant et ça concerne cette crise. Oui, absolument. Mais vous savez, dans la CEDEAO a évité d'être dans une posture réactive. C'est seulement à ce niveau-là du communiqué qu'on parle de la situation. Cela montre que aussi la CEDEAO a pu apprendre de ses erreurs passées, c'est-à-dire que ne pas tomber dans le piège d'être mise en mal avec les populations de la CEDEAO qui attendent des réformes, etc. D'ailleurs, le président sénégalais l'a dit en disant qu'il faudrait des réformes, tout en s'engageant dans la médiation. Je crois que la CEDEAO n'est pas tombée dans le piège d'être dans une posture réactive, mais la CEDEAO est en train de gérer cette situation-là, qui, à mon avis, nous fait traverser des moments difficiles dans la sous-région, mais il faut, comme je l'ai dit, garder présent à l'esprit que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que nous visons aujourd'hui, ce ne sera qu'une parenthèse dans la longue histoire entre les peuples, et je crois qu'ils ont intégré ce fait-là. Et le président Bassirou Diomaye Faye a d'abord, en tout cas dans son propos liminaire, confirmé l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Vous en parlez tout à l'heure, le préambule de la charte du Liptako-Gourma, qui a donné naissance, vous le savez, donc à l'AES, réitère l'ancrage de ces trois pays et ainsi à l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité de la CEDEAO. Donc ces trois pays partagent tout de même un système de valeurs avec les 12 autres, tout en réclamant, c'est là la difficulté, une autonomie décisionnelle. Comment y arriver ? On peut y arriver, mais difficilement, comme je l'ai dit. Mais ça va poser un certain nombre de dysfonctionnements dans la sous-région. Il faut rappeler quand même que ces trois pays constituent ce qu'on a pu appeler à un moment le Sahel central. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment une erreur stratégique dans la lutte contre le terrorisme où la CEDEAO semblait avoir été complètement dépossédée du dossier du terrorisme au profit d'un G5 Sahel qui a structuré ce Sahel central avec ces trois pays-là. Aujourd'hui, on se rend compte que la menace n'est pas seulement une menace qui concerne le Sahel central, mais va jusque dans les pays côtiers, ce qui repositionne la CEDEAO sur la scène régionale, mais aussi sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, la CEDEAO est plus que pertinente comme étant une organisation régionale devant lutter contre le terrorisme, aussi bien au Sahel central que sur les pays côtiers. Je pense qu'il y a un acquis formidable d'une organisation régionale qui est la plus organisée, en tout cas celle qui fonctionne le mieux sur le continent, qui a des défauts, qui a des tares, mais à mon avis, on ne gagnerait pas à affaiblir davantage la CEDEAO, on gagnerait à la renforcer. Et je crois que parmi les missions du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye figure en bonne place le renforcement de la CEDEAO, mais aussi la recrédibilisation de la CEDEAO, si l'on sait l'état de cette organisation et les contradictions qui habitent l'organisation. Même si il faut admettre tout de même que les trois pays, donc l'AES et les 12 autres, ne partagent pas aujourd'hui la même
même rationalité, les mêmes priorités. Ces trois pays sont quand même confrontés à des défis sécuritaires. Aujourd'hui, le Mali, d'où vous revenez aujourd'hui, commence en tout cas à gérer son territoire après avoir repris Kidal en fin 2023. Mais dans les autres pays, à savoir le Niger et le Burkina Faso, il y a un immense défi sécuritaire. Ils n'ont pas la même donc rationalité avec les 12 autres pays. Est-ce qu'il ne faut pas quand même à ce niveau-là les comprendre? On peut les comprendre, mais c'est-à-dire qu'une CEDEAO forte, avec la force qui a été annoncée récemment pour lutter contre le terrorisme, ce qui nous fait revenir sur la situation malienne avec la reprise de Kidal, la montée en puissance de l'armée malienne, qui a eu quelques succès malgré des efforts de stabilisation à mener encore dans ce pays-là, mais aussi au Burkina Faso, où au moment du coup d'État, le pays ne contrôlait même pas 40% de son territoire, et peut-être avec les discours politiques qu'on voit aujourd'hui, on sent des améliorations, mais le Niger est doublement concerné, c'est-à-dire que partage aussi bien les vulnérabilités de ces deux pays-là sur le côté Liptako-Gourma, dans la région de Tillabéri, mais en même temps, n'oublions pas la question Boko Haram, qui n'est pas seulement une question nigérienne, mais qui concerne le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Donc je pense que nos destins sont liés. Les menaces n'ont pas de frontières. Il y a ce que j'appelle parfois la fin des exceptions et l'élargissement, en tout cas, de l'épicentre du terrorisme. Je crois que nous avons un destin lié et c'est une opportunité, à mon avis, qui s'offre à l'organisation sous-régionale qui doit régler ses contradictions, mais à prendre à bras le corps la question sécuritaire dont elle semble avoir été comme dépossédée pendant ces 10 dernières années dont on parlait que du G5 Sahel. Mais aujourd'hui, il va falloir beaucoup de travail, de recrédibilisation, de réorganisation, mais aussi de réforme, comme il insiste le président sénégalais. Et je reviens à ma question, nous n'avons pas le même ordre de priorité. Nous, on parle de démocratie, de bonne gouvernance, mais là-bas, c'est la sécurité d'abord. Donc, en termes d'orientation, est-ce que, encore une fois, on ne peut pas comprendre des fois qu'il y ait des divergences en termes de vision, d'autant plus que le président Bassirou Diomaye Faye, quand il a pris la parole lors de ce sommet, il a dit que la CEDEAO doit être débarrassée de ces clichés et stéréotypes qui la réduisent à la posture d'une organisation soumise aux influences de puissances extérieures. Ce constat, il le partage avec l'AES. Est-ce que aussi, c'est ça qui fait que il peut mieux comprendre ses dirigeants? Oui, il peut mieux comprendre. Je parlais de la question générationnelle qui est là et ce réveil africain d'un souverainisme. Mais sur la question de l'influence étrangère, il faut quand même relativiser les choses. Je ne crois en aucune manière que le Nigeria de Tinubu va déployer des forces pour combattre, etc., parce que c'est sous l'influence peut-être française ou autre. Ce n'est pas rationnel. Dans le domaine économique? Dans le domaine économique, aujourd'hui, oui, il y a une présence française assez claire, assez nette là-bas. Mais aujourd'hui, je crois que dans la région, aujourd'hui, il y a la défense des intérêts souverainistes qui se comprennent. Qui se comprend. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre de la même manière. Il y a un changement de génération, il y a un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, c'est vrai que la France et les pays européens ont du mal à l'intégrer aujourd'hui, mais il y a une nouvelle génération sur le continent qui exige d'autres choses, qui a un niveau d'exigence assez élevé en termes de redevabilité, mais aussi en termes d'échanges économiques gagnant-gagnant. Et ça, il faut intégrer ces paradigmes-là. Maintenant, la question sécuritaire n'est pas tout à fait séparée de la question politique et démocratique. Rappelons-nous quand même, la crise malienne a démarré avec un incident politique, en tout cas une crise politique, et de manière concomitante, une crise politique à Bamako et une crise sécuritaire au nord. Donc je crois que la question de la gouvernance, qui aujourd'hui alimente la malgouvernance, la rhétorique des groupes extrémistes violents est liée à la question politique. Je pense que nous sommes dans une forme de nexus sécurité et développement, et que aussi bien, même si la CEDEAO, parfois on essaie de la réduire à une organisation purement économique, mais aussi, rappelons-nous quand même que la CEDEAO a réglé la situation en Gambie, au Libéria, intervenu dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Je crois que le travail qu'il faudra faire, et le président sénégalais a insisté, c'est un travail de recrédibilisation du discours de la CEDEAO, avec des réformes claires pour que cette CEDEAO-là soit conforme aux exigences de nouvelle génération et aux exigences du moment et du contexte
politico-sécuritaire actuelle. Oui, le président de la commission, Ali Touré, le Gambien, a listé une litanie de conséquences si jamais ce schisme politique serait définitivement acté, en parlant non seulement de la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais aussi d'instauration de systèmes de visa. Donc cette désintégration aggraverait également l'insécurité dans la région. Mais ma question, professeur, c'est quand on écoute les dirigeants de l'AES, mais ils se démarquent de jour en jour de la CEDEAO. Vous avez entendu les mots durs des 3 dirigeants à Niamey samedi. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même se rendre à l'évidence? Il faudra se rendre à l'évidence, certes. Oui. Mais d'abord, les propos de M. Touré ne figurent pas dans le communiqué final de la CEDEAO. Dans le communiqué final. En aucune manière, la CEDEAO n'a annoncé qu'on va imposer des visas. Tout à fait. Sur les 54 points, ça ne figure pas. Ça, c'est lui qui l'a dit lors de la conférence de presse. Et qui n'a pas été repris dans le communiqué. Et ce serait même dommage qu'au moment où on rêvait d'une Afrique unie, le rêve de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, etc., on en arrive à imposer des visas entre nous. Ce serait dramatique. Ce qui est matériel, même sur le plan opérationnel, ce serait difficile. On connaît la porosité de nos frontières terrestres déjà. Absolument. Voilà. Maintenant, c'est vrai, ces 3 dirigeants essayent de se démarquer de la CEDEAO, dont ils veulent se protéger par rapport à certaines inconséquences, etc. Il est vrai que dans ces pays-là, il y a une plus forte demande démocratique. Depuis les élections sénégalaises qui sont bien déroulées, etc., nous avons eu, nous, des études et des enquêtes qu'on a faites auprès de jeunes qui aspirent à la démocratie. Les jeunes ne rejettent pas la démocratie en tant que telle. Les jeunes demandent peut-être une forme d'endogénisation du principe démocratique, mais c'est vrai que la question de la sécurité, elle est là. Quand j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères malien dire qu'on nous parlait de démocratie, mais il nous fallait d'abord reconquérir l'État. Mais exactement. Il y a une priorité sécuritaire. Puisque l'État n'existe plus dans ces pays-là. Absolument. Oui. Il faudrait donc travailler sur le renforcement de ces transitions-là, achever ces transitions-là et aller vers la normalité constitutionnelle. Parce que malgré les questions sécuritaires, malgré les questions économiques qui ne manquent pas, je crois qu'on ne peut pas enlever aux peuples africains une aspiration à la démocratie. On l'a vu au Mali, au Niger, on l'a vu aussi au Burkina Faso, on a connu des révolutions, un engagement de la société civile. Ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, la grave erreur serait de disséquer et de séparer les priorités en disant il y a une priorité sécuritaire et une priorité en termes de gouvernance et de démocratie. Je pense que les deux vont ensemble. Mais il y a un ordre quand même. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre de priorité. On ne peut pas parler de démocratie quand les gens sont en guerre. Mais dans le déclenchement de la question du terrorisme et de l'extrême violent, figure bien la question de la malgouvernance. Et nous avons fait des études au Djibouti ensuite qui montrent que les niches de radicalisation violente qui poussent au terrorisme se trouvent dans l'intersection de 3 éléments, de 3 éléments combinés. D'abord, une faible capacité d'inclusion socio-économique de l'État, combinée à des griefs sociopolitiques. C'est seulement en 3e étage que les groupes extrémistes violents instrumentalisent ces 2 facteurs-là. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on sépare cela est dans pour vous, c'est forcément lié, c'est clairement lié. Je pense que la question de la gouvernance démocratique est liée à la question de sécuritaire et de la même manière. Et même, je pense qu'une volonté de séparer ces deux serait même contradictoire ou en tout cas contraire à l'évolution de la réflexion stratégique. Mais la sécurité d'abord. On parle déjà de nexus sécurité-développement d'ailleurs. Oui. Alors, l'AES prône la coupure, mais sans la rupture. Ma question, c'est est-ce que la CEDEAO peut exister, continuer sans ces 3 pays? La CEDEAO, parce qu'il faut se projeter aussi. La CEDEAO a déjà existé avec des pays qui sont retirés. Un pays, voilà. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO a appris de ses erreurs. Avec cette menace d'intervention au Niger, tout le monde savait que c'était impossible. Le ton dur qui a été appliqué, mais aussi le fait de punir les populations qui ont souffert des sanctions, notamment au Mali et au Niger. Mais je pense que quand on voit le communiqué d'hier et le ton qui a été utilisé, cela montre que l'organisation sous-régionale a appris de ses erreurs passées et que maintenant, il y a un momentum qui est là. Il sera difficile d'aller vers le retour immédiat
de ces pays vers la CEDEAO, mais il ne faut jamais fermer les portes du dialogue. Oui. Ce serait contradictoire à l'esprit quand même des pères fondateurs qui ont construit cette organisation. Le sens de ma question, c'est est-ce que ce serait un drame si ces pays se retirent? Il n'y aura pas de drame. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même si la CEDEAO n'existait plus, en tout cas si la CEDEAO, si ces pays sortaient de la CEDEAO, il y a encore d'autres cadres qui nous lient. Il y a l'UEMOA, il y a d'autres choses. Oui. Je pense que... C'est ce qu'ils prônent eux-mêmes. Hein. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le dire. Hein. Le ministre malien. Absolument. C'est-à-dire que la coopération entre nos pays est une condition sine qua non de notre existence en tant que telle. Ces pays ne peuvent pas se séparer. Et comme on dit, ceux qui ne peuvent pas se séparer n'ont qu'à aller ensemble. Absolument. Et aller ensemble exige maintenant des concessions de part et d'autre. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de négociations et beaucoup d'entre-gens de la part de la CEDEAO, mais aussi du négociateur nommé président Bassirou Diomaye Faye, qui travaille avec le président togolais. Mais, à mon avis, la réforme est nécessaire, la recrédibilisation du discours de la CEDEAO et de ses principes est nécessaire quand on voit comme les inconséquences de certains qui sont dans la CEDEAO qui veulent condamner des jeunes militaires mais qui font des troisième mandats. Donc il y a toutes ces inconséquences à corriger aujourd'hui. Mais à mon avis, on arrive à un moment, un tournant très important générationnel où on peut aller de l'avant. Alors, question sous-jacente, subsidiaire, si vous voulez. Ces trois pays, donc le Burkina, le Mali et le Niger, sont membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc l'UEMOA. Si on suit leur logique, est-ce qu'ils vont sortir demain aussi de l'UEMOA? Oui, peut-être on peut aller vers ça, ce serait dramatique. Mais il faudrait, à mon avis, elle ne parle pas pour le moment de sortir de l'UEMOA, ce qui veut dire que ces pays sont conscients de la nécessité de nos différents pays à être ensemble. Et même s'ils en sortaient, aujourd'hui, vous savez, le grand rêve de tous les Africains, c'est la ZLECAf. Donc nos pays sont liés. Il y aura toujours des cadres qui permettront une unité, qui permettront une coopération. Cela répond aux exigences de notre moment, mais aussi à la nature historique de nos pays-là qui sont liés et qui ont le destin en commun et qui doivent relever ces défis de développement, ces défis de sécurité. Mais aucun pays tout seul, trois pays tout seul, ne pourront jamais relever la question, le défi de la sécurité et du développement dans la région. Et au regard de l'évolution de la dynamique politique et sécuritaire régionale et mondiale, la conférence charge la Commission de convoquer un sommet spécial justement sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Est-ce à dire que la CEDEAO commence déjà à enjamber cette crise et à penser cet avenir? Il vous rend perplexe ou pas, cet avenir? Non, je pense que cet avenir, il sera difficile. Il y aura beaucoup de travail. Mais la CEDEAO, comme je l'ai dit au début de mon propos, a bien appris des erreurs commises lors de la gestion des coups d'État qui sont déroulés dans les trois pays. Maintenant, que la CEDEAO même, parce que ce sommet n'est rien d'autre que le fait d'admettre une autocritique pour aller de l'avant, à mon avis, l'esprit unitaire est là. Il y a une crise à surpasser. Il va falloir beaucoup d'entre-gens et de diplomatie, mais il y a une constance qui est là. C'est-à-dire que nos pays ne peuvent pas aller tout seuls. L'intégration régionale est une condition sine qua non de notre stabilité. Et je crois que même si l'AES poursuivait son chemin vers la Confédération, des passerelles de coopération sont toujours là. Il y a l'UEMOA pour l'instant, mais aussi il y aura d'autres cadres. Vous êtes optimiste dans ce ourvari là? C'est pas une question d'optimisme. C'est-à-dire que on peut me dire que je prends mes rêves pour une Vous n'angélisez pas un peu trop la situation? Non, je n'embellis pas une situation. Je suis en train de parler de conditions sine qua non. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que les conjonctures, les crises, l'absence d'un autre choix alternatif dicte forcément le fait de cheminer ensemble. Maintenant, ça va être difficile. Je l'admets, je ne suis pas dans un optimisme béat, mais je suis dans une prise de conscience selon laquelle ces pays-là doivent aller ensemble. Aujourd'hui, imaginons si des mesures avaient été prises dans le sens des visas, etc. Ce sera dramatique. Non seulement pour le Mali, mais aussi pour le Sénégal. La matérialisation, encore une fois, serait compliquée. On l'a vu, pas possible. Avec le début d'application des mesures et des sanctions de la CEDEAO, on a vu les conséquences sur le Sénégal, on a vu les conséquences sur les autres pays. Donc je pense que ces pays-là n'ont pas le choix. Et comme je l'ai dit toujours, je pense que la CEDEAO a eu la sagesse de comprendre que quel que soit le développement de la situation politique, cette situation politique, bien que conduisant peut-être à l'impasse, ne peut être qu'une
parenthèse au regard de la longue histoire et de la continuité du destin lié entre les pays africains et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le préambule de la charte du Liptako Gourma, l'AES a réitéré son ancrage dans l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité de la CEDEAO. Dernière question, professeur, qui est un chiffon rouge qu'il faut regarder de très près, un bout de feu, une étincelle si vous voulez, c'est cette marche. La société civile sénégalaise a manifesté une solidarité envers la société civile au Burkina à travers une marche, donc en tout cas un sit-in ici à Dakar suite à l'arrestation de l'avocat Guy Hervé Cam, cofondateur, vous le savez, du Balai citoyen. S'en est suivi également un rassemblement à l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Que vous inspire cette situation? Oui, ceux qui ont fait cette marche n'ont pas compris. Le Sénégal est une démocratie. Et au Sénégal, il est possible à des organisations de la société civile et à des ONG d'organiser une marche qui ne concerne pas l'État sénégalais en tant que tel. Je pense que c'était un mauvais ciblage. Ça relevait d'une marche de la société civile et de certaines organisations. Et l'État sénégalais n'était pas tout à fait comptable de cela. Mais l'État sénégalais, c'est un État démocratique où le droit de marche au moins existe. Et je crois que c'est cela qui fait la spécificité de ce pays-là. Mais je ne pense pas que ce soit une crise, etc. Au milieu de toutes ces manipulations. La chancellerie burkinabé a publié un communiqué quand même, mais sans parler d'ingérence mais l'État sénégalais n'était en rien concerné par cela. C'était une manifestation d'organisation libre de manifester dans un pays organisé par Amnesty qui s'appelle le Sénégal. C'est vrai. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Merci.